Salut les crinqués! Il y a de cela fort longtemps, une petite fille dotée de petits pieds et qui tripait sur Barney a dit « Un jour, je ferai un podcast sur les dinosaures. » Eh bien, c'est aujourd'hui que ça se fait, épisode 93. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain The Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Je pense que la petite fille s'est reconnue. Ah! Salut Joël Imaginatrix Rivard. Salut! On parle de dinosaures aujourd'hui. Eh oui! Ça fait longtemps que tu l'attends. Ah oui! On manque Red de Gamer aujourd'hui, Oui. qui tousse et qui ne voulait pas nous contaminer. C'est très gentil de sa C'est part. très gentil de sa part, en effet. Marc de Paperman Gagnon, salut. Salut. Et moi, c'est Sylvain The Animator Bureau, le podcast des crinqués. Notre objectif, prendre un élément qui contribue à rendre la culture pop ce qu'elle est et on tente de le démystifier pour en faire comprendre l'importance. Pour ce faire, on passe du processus créatif à ce que c'est, à comment on s'en sert et jusqu'où on peut s'en servir. On va probablement réussir à faire ça avec les dinosaures aujourd'hui. On devrait. Parce que c'est un gros sujet. Je me suis Pointe de l'iceberg. ouais, ben je me suis rendu compte que finalement là, des dinosaures, on en a partout. Partout. Ben partout dans la culture pop, on s'entend là. Oui. Faisons pas peur au monde. Il y en a partout. Oui, Dans toutes les sphères de la culture. absolument. Littérature, Et même cinéma. si on n'en Non. voulait pas, il y en aurait pareil. Ouais. Il y en a partout. Les dinosaures, petite définition vite là, ben un peu d'histoire, le terme dinosaure vient du grec ancien dénos qui veut dire terrible et sauros qui veut dire lézard. Fait que finalement, les dinosaures sont des lézards terribles. Et pourtant, qu'est-ce qu'on sait des dinosaures? Pas grand-chose. On sait qu'ils ont été là. On sait qu'ils étaient gros. Oui. On sait qu'il n'y avait pas d'hommes, de femmes, d'êtres humains pendant ce temps-là. Sauf dans la culture pop. Ça Oui. arrive de façon régulière. Très souvent. Mhm. Mm. Pourquoi, Joël, tu voulais absolument parler des dinosaures? Ben moi, c'est un sujet qui me fascine depuis que je suis toute petite. Tu l'as dit, ça a commencé avec Barney. Après ça, Petit Pied, le dinosaure est embarqué. Oui. Après ça, il y a eu Jurassic Park. Ça m'a jamais lâché. Puis aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est vraiment ça qui me fait retomber en enfance. OK. Parce que vous ferez le test, je sais pas si, peut-être pas toi Sylvain, peut-être Marc, si jamais je vais chez vous puis que tes enfants ont des jouets de dinosaures, chronomètre-moi, voir combien de temps que ça prend avant que je m'écrase à terre puis je me mette à jouer avec les dinosaures. OK. Ça me fait automatiquement retomber en OK. enfance par parler de dinosaures, OK. puis jouer avec des dinosaures. Puis... As-tu eu, parce que je pensais à ça, là, dans les petites figurines en plastique, il y a le soldat, il y a le cowboy, mais il y a le dinosaure aussi. Là. On a Oui. tout eu une poche de dinosaure en plastique pour Ça jouer dans faisait- un carré de le pire, c'est sable. que là. ça faisait partie des jouets que j'ai pas eu énormément quand j'étais jeune. Ah ouais? J'avais une figurine un peu, si on veut, de dinosaure. C'était en fait un squelette, un casse-tête, OK. qu'on montait tous les os. Là, c'était un brachiosaure, c'était un sauropode, un long cou. Là. Puis c'est comme le seul que j'ai eu, là, c'était mon cadeau. On avait été au zoo, puis c'était mon souvenir que j'avais le droit d'acheter. Ça venait dans un œuf, t'ouvrais l'œuf, il y avait plein OK. de morceaux. Mais ça me manquait. Fait que c'est pour ça probablement aussi que quand j'allais chez mes amis, j'étais tout le temps rendue en train de jouer avec le dinosaure. Mais oui, c'est vrai que le dinosaure, c'est une figurine emblématique. Surtout qu'à cette heure, c'est vrai qu'on la retrouve partout. Oui. Mhm. On en a à pelleter dans les Doloramas, ce qui était Ah pas, ben oui, ce qui ben était oui. pas le cas quand que j'étais petite, parce que c'est sûr j'en aurais eu tout plein. Mais Ouais, mais tu peux te reprendre, là. puis il y en a des vraiment hot à cette heure, des figurines de dinosaures. Là, je checkais ça l'autre fois chez au magasin d'artisanat Michaels.
OK. Ils ont ça, des petits miniatures comme ça, là. Puis les dinosaures sont peints, mais avec des détails incroyables. Là. Oh, ouais. C'est assez, rendu assez hot, là. OK. Tu sais, ils valent 30$, la petite figurine de dinosaure, c'est normal, là. Mhm. Il y a du travail là-dessus. OK. Ben, on va en parler de dinosaures aujourd'hui dans à peu près toutes les sphères. Même si Red n'est pas là, je me suis plongé un peu dans l'immersion Et du le monde, jeu. le jeu du monde du dinosaure. Là-dedans aussi, il y en a pas mal. Oui, ça me surprend pas. Oui, ben moi, je m'attendais peut-être pas à tant que ça. Commençons donc par la littérature. Hey, si je te dis Le Monde perdu, ça te dit quoi? Ben, ça me dit tous les films qui viennent avec aussi, non? Ouais. C'est Jules Verne, c'est ça? Arthur Conan Doyle, Eh bon, Yann, je n'étais pas dedans pantoute. l'auteur de Sherlock Holmes. Oui, ben oui. On est en 1912. C'est probablement un des livres les plus importants par rapport à la littérature des dinosaures. OK. Ça a énormément influencé King Kong, par exemple, ou Jurassic Park de Michael Crichton. Conan Doyle qui est La très suite connu qui s'appelle pour... aussi Le Monde perdu. Ouais, oui, en plus, on le connaît pour Sherlock Holmes, mais il n'a pas écrit ça. Hein. OK. D'ailleurs, c'est souvent ça qu'il dit. Là. Tu sais, je ne suis pas qu'un auteur d'un seul personnage. Et il y avait énormément à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient aux dinosaures. Et puis, il a sorti cette série-là, dans le fond, parce que Le Monde perdu, c'est le premier tome d'une série de 5, où ce qu'on va suivre les aventures d'un professeur qui est tout le contraire de son personnage principal, Sherlock Holmes, là, qui va découvrir un monde perdu où ce qui va côtoyer des dinosaures, d'autres créatures, et ainsi de suite. Là. Fait que c'est très... ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir vu que dans King Kong, par exemple. Ouais. Quand je vous dis ça, vous dites « Ah, ça ressemble vraiment à ça », ben énormément d'influence qu'Arthur Conan Doyle a eu par rapport à toute la littérature des dinosaures. Les dinosaures se retrouvent souvent ils sont rarement le personnage principal. T'sais, ils vont toujours être là comme des personnages secondaires, ou surtout souvent c'est des antagonistes, hein, c'est des monstres qui vont C'est ça. vouloir nous manger. Là. Pour amener un peu de danger dans l'aventure aussi, non? Oui, effectivement. Puis comme tu le disais, normalement l'homme puis le dinosaure, c'est comme. Mais là, bref, ils sont là. Puis l'homme côtoie le dinosaure. Et on se demande toujours comment ça se fait qu'on réussit à s'en sortir. Parce que je suis pas sûr que dans la réalité, on s'en serait sorti tant que ça. Mais bref, ça c'est un autre détail. C'est mon opinion personnelle. Écoute, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Je terminerai avec le plus connu de tous, qu'on a toutes... que moi j'ai lu, que je pense que Joël aussi a lu, qui est Le Monde Jurassique de Michael Crichton. Ouais. Je vais le terminer avec ça. En BD, écoute, Le Monde perdu a été adapté en BD par Christophe Beck. Christophe Beck est un auteur qui fait à peu près de tout, là, science-fiction, fantasy, thriller, policier. Là, il fait énormément de BD. Alors, il l'a adapté en bande dessinée. Très, très belle adaptation, comme la plupart de ce que Christophe Beck fait. Par contre, il y a beaucoup de BD un peu plus humoristiques, où ce que là, le dinosaure va vraiment prendre place comme personnage principal. Je pense à Les dinosaures en bande dessinée de Plumery. Alors là, c'est vraiment de la BD jeunesse. Souvent, on va l'associer à la BD jeunesse parce que le dinosaure est extrêmement populaire chez les jeunes. Okay. Parce qu'il y a pas, je connais pas un enfant qui a pas eu sa petite pause de dinosaure. Là. Tu sais, puis souvent, c'est les jeunes ont des connaissances empiriques là-dessus. Là. C'est extraordinaire de les voir à quel point ils sont passionnés. Puis de développer des connaissances là-dedans où ils sont capables de te nommer tous les noms qui ont 45 000 syllabes que toi-même t'es pas capable de prononcer. On a une de ces personnes autour de la table. Effectivement, un clavier. Puis écoute, c'est incroyable le nombre de personnages de dinosaures qui sont dans la littérature jeunesse, puis aussi dans les documentaires jeunesse. Hein, souvent, on va vraiment avoir des petits livres qui vont nous expliquer c'est quoi les principaux races de dinosaures, c'était quoi les époques, l'époque jurassique, et ainsi de suite. Oui. Alors, il y a beaucoup de documentaires, beaucoup de vulgarisation qui est faite. Tout à l'heure, je disais qu'on connaissait pas grand-chose des dinosaures dans le sens qu'on les a jamais vus. Hein. Je veux dire, les connaissances qu'on a, c'est vraiment des connaissances qu'on a par rapport aux fossiles. Oui. Puis par la science. Hein, fait que oui, parce que la science, ça sert à quelque chose. Oui. Donc, l'anthropologie sert entre autres, et l'archéologie sert entre autres à essayer de comprendre qu'est-ce
notre passé pour mieux essayer de comprendre notre présent. Mais ça, bref. Et qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Et qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Alors là, on tombe dans l'anticipation et de la prospective. Mais bref, c'est un autre sujet. Je tombe encore dans la littérature jeunesse. Récemment, un auteur québécois qui est Julien Paris-Sorel nous a sorti une petite BD qui s'appelle Aventurosaure. Okay. Où son personnage principal est un genre de petit T-Rex. Julien Paris-Sorel, c'est vraiment comme un genre de professeur dans la BD. Il est pas très âgé, mais il a énormément de talent. Puis il a pris vraiment tous les codes de l'Heroic Fantasy, mais il les a mis dans ce monde-là de préhistoire avec des personnages de dinosaures. Okay. Donc, on a vraiment tous les codes qui sont respectés à la lettre, mais avec ces personnages-là, dans un ton humoristique, dans un dessin un peu caricatural, avec des gros traits, beaucoup de belles couleurs, très, très colorés. Album jeunesse, je te dirais que dans les 2 dernières années au Québec, c'est selon moi ce qui est sorti de meilleur au niveau des albums jeunesse. C'est vraiment très, 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 très bien fait. Si vous avez la chance de tomber là-dessus, là, sautez là-dessus parce que ça vaut vraiment, mais vraiment la peine, là. Écoute, Turok. Oui. Hein, Turok, qui était un jeu. Il y a beaucoup de monde qui connaissent comme étant un jeu. Turok, le chasseur de dinosaures. C'est ça. Qui est un Américain. Nintendo 64. Ouais, je pense que ça a sorti sur 64, mais il y a eu d'autres plateformes, mais ça, on laissera peut-être Red une prochaine fois nous en parler plus. C'est ça, parce que moi, j'ai vu ça passer, j'ai jamais joué à ça. Mais à la base, c'est une bande dessinée, dessinée des années 60, fin des années 50, début des années 60, où c'était le même concept. On avait un personnage qui était comme un gardien de monde parallèle, où il y a plein d'époques différentes qui se côtoient. Okay. Donc, les dinosaures sont à l'intérieur de tout ça. Il n'y avait pas un projet de télésérie? Je pense qu'il y avait un projet de film. OK. Télésérie peut-être, là, mais il me semble qu'il avait parlé d'un projet de film. Okay. Parce qu'il y a quand même eu quelques jeux de Turok, là. Puis lui, ben, il combat les dinosaures, mais il fait pas rien que les combattre, par exemple. Des fois, il peut les prendre, il peut les chevaucher, tu sais. Mm-hmm. Ils sont pas tous méchants, les dinosaures, hein. Excusez-moi. Souvent, on a l'impression que ils sont tous super méchants, puis ils veulent tous nous manger. Mm-hmm. Ben, il n'y en avait pas énormément de dinosaures qui étaient carnivores, entre autres. Hein. La plupart étaient omnivores. Alors, on a tout le temps cette image-là du T-Rex et du Vélociraptor. On les a catégorisés. Oui, les gentils dinosaures et les méchants dinosaures. Puis on en a fait vraiment comme une genre de peur collective des dinosaures. Je veux dire, c'est comme énorme, c'est comme ah mon Dieu, il va venir nous grignoter, nous écraser. On avait ça aussi dans les Transformers. Par exemple, où ce qu'on avait les Dinobots, qui étaient c'était comme les Transformers les Autobots les plus puissants, mais les plus idiots en même temps. Okay. Parce qu'il était comme, il comprenait pas tout ce qu'Optimus Prime voulait et tout ça. Puis là, on avait vraiment comme la base de tous les dinosaures. Il y avait un T-Rex, un Triceratops, un Ptérodactyle. Un autre avec des écailles sur le dos que je me souviens vachement plus. Un stégosaure. Puis à l'époque, il l'appelait le brontosaure, mais c'est pas ça, c'est pas son vrai nom. Là, c'était son vrai nom, il est plus long que ça. Là, je m'en souviens. Ça faisait vendre des babelles. Je suis pas un spécialiste de malheureusement des dinosaures comme Joël peut l'être. Moi, j'ai pas eu cette piqûre-là. Peut-être que c'était pas de mon époque. Puis pourtant, on avait les Transformers, on avait tout ça. C'était là-dedans. Puis je me suis jamais vraiment intéressé à ça, mais je comprends l'engouement parce qu'il y a vraiment un engouement, il y a un intérêt à ça. Puis j'aimerais ça savoir. Il y a sûrement eu des études de fait là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi il y avait un intérêt si marqué pour les dinosaures, parce que moi, ça m'intrigue énormément de savoir. Côté études, je pourrais pas dire, mais si on revient à... tu nous parlais du livre Jurassic Park tantôt. Oui. Dans le livre, Alan Grant, il disait que, selon lui, pourquoi les enfants étaient fascinés par rapport aux dinosaures, c'est que c'était un peu comme une comparaison aux adultes. Parce que pour les enfants, les adultes, comme les dinosaures, sont à la fois impressionnants et épeurants. C'est vrai. Puis c'est ça. Puis le Dr. Grant était tout le temps surpris, justement, aussi de voir à quel point les enfants étaient capables de mémoriser des noms comme stégosaure, puis même en très bas âge. Puis c'est ça, c'est ce qu'il aimait beaucoup dans son métier, qui était archéologue, c'était de voir la fascination des enfants. Oui. Par rapport à ça. Exactement. C'est ce que je disais tantôt, ces jeunes-là,
ils développent des connaissances extraordinaires là-dedans. C'est ça. Ben, c'est des passionnés, hein, c'est des geeks à très bon âge qui prennent un sujet qu'ils adorent puis qui vont vraiment comme l'étudier. Puis il faut jamais oublier qu'à cet âge-là, le cerveau, c'est comme une éponge. Ouais. Donc, ils apprennent pas mal plus vite que nous. Nous, on est rendu à une époque, pour moi, où ce que je commence à désapprendre. L'éponge est sec. L'éponge est sec, effectivement. Puis souvent, on l'imbibe de... L'ordinateur est moins rapide. Ouais, effectivement, il y a une coupe de bugs, là. Puis, c'est ça. On se demande de plus en plus là, si l'ordinateur va pas geler. C'est ça, on a une petite défragmentation de temps en temps. Ouais, effectivement. 2018, écoute, c'est quand même assez récent. Oui. Mais ça vaut la peine. Ça ressemble un peu à Turok dans le genre. C'est une BD qui est sortie chez Casterman. C'est de la science-fiction, mais c'était de la science-fiction qui était mélangée avec ce côté dinosaure-là. Ça s'appelle Négaliode, où ce qu'on avait un personnage qui était capable de parler avec les dinosaures et de les contrôler. Okay. Et on vivait dans ce monde-là. C'était vraiment bien fait. C'était un mélange comme de préhistoire et de science-fiction. C'était vraiment super bien fait. Une très, très belle BD. Alors, c'était comme, il y avait comme des mondes qui... il y avait des tuyaux qui bougeaient un peu partout. Alors, il y avait comme un réseau qui se promenait, puis il y avait ce personnage-là qui est capable de parler, d'utiliser ça, puis une histoire de vengeance en arrière de ça aussi. C'est vraiment super bien ficelé. BD qui a été en nomination à Angoulême en 2018, je me trompe pas. Alors, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est une belle BD qui a eu un énorme succès. Si vous avez la chance de sauter là-dessus. Je termine avec mes deux. Je terminerai pas avec Jurassic Park parce que pour moi, c'est pas ça le plus gros. Je vais me garder mon coup de cœur à la fin. Jurassic Park, Michael Crichton. Écoutez, c'est probablement le roman le plus connu de tout ce qui est rapport avec les dinosaures. On est en 1990, donc c'est quand même assez récent. Michael Crichton, malheureusement, qui nous a quittés à un très jeune âge. On est dans un univers de science-fiction, de techno-thriller, où on a également un petit côté espionnage industriel à l'intérieur de ça. Et là, on a vraiment cette fascination qui est poussée à la limite de la génétique, où ce que les généticiens de Incom sont capables de faire revivre les dinosaures. Et là, on a cette brillante idée d'en faire un parc d'attractions géant. Et puis, c'est extraordinaire, cette histoire-là. Je veux dire, ce livre-là, de A à Z, tu le lis, c'est haletant d'un bout. Il n'y a aucun temps mort. C'est excessivement bien écrit, bien pensé, bien réalisé. Tu vois, il y a beaucoup de références, beaucoup d'influences du monde perdu à l'intérieur de ça, parce qu'il y a l'île, il y a plusieurs îles, là, parce qu'il n'y en a pas rien qu'une, là, mais on la sent, cette influence-là. Puis cette idée de créer ce parc-là, ce parc d'attractions-là, mais également de tout mettre le côté thriller de l'espionnage industriel, de d'autres compagnies qui vont venir chercher cette information-là, de la trahison à l'intérieur de ça, énormément de thrillers. Michael Crichton a créé réellement un superbe roman avec le monde jurassique, qui est probablement c'est son meilleur roman. Il en a écrit quand même beaucoup, là, mais je pense que c'est lui qui est le plus abouti vraiment au niveau de sa complexité, au niveau de plusieurs couches qu'il a faites de son histoire. Et c'est une cohérence extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a jamais tu te perds dans cette histoire-là. Oui. Jamais t'arrives à un moment donné, tu te dis, mais ça n'en pas de logique, non. Mais pourquoi il a fait ça? Non, tout est pensé, tout est réfléchi, puis tu finis à la fin de l'histoire, puis tu te dis, wow, j'ai vraiment passé un merveilleux moment, mais Mo t'a dit que j'aimerais pas ça aller visiter un parc d'attractions. Puis dans ce livre-là, les dinosaures sont vraiment un prétexte un peu, si on veut, à parler philosophie. Oui, tout à fait. On va vraiment parler d'éthique beaucoup. Oui. Dans le deuxième, on parle plutôt dans le monde perdu, on parle plutôt d'extinction des races. Puis moi, je trouve que ça serait un beau livre à mettre, mettons, dans les écoles pour justement aborder certains sujets par rapport à l'éthique. Ça serait un livre obligatoire. Tu sais, quand on arrive vers secondaire 4, secondaire 5, dans les clubs de lecture, là. Puis t'es sûr de capter les jeunes avec ça, là. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le dinosaure, on le voit, il est sur la page couverture, c'est comme tellement immense, mais le message de Michael Crichton, c'est pas réellement ça. C'est vraiment un message de morale et d'éthique. Okay. Mais c'est aussi un message d'éthique scientifique.
ce qui est très, très important de voir à quel point et où ce que le monde peut aller. Puis dans cette époque où ce que le transhumanisme commence à se développer de plus en plus, ben cette éthique-là, cette éthique scientifique-là, ben elle est encore plus actuelle. Alors je pense que le roman de Jurassic Park a jamais été aussi d'actualité qu'aujourd'hui. Vraiment. Alors quand tu le relis, c'est un livre qui jamais va mal vieillir. Il va toujours vraiment s'imposer à chaque époque. Avec la crise environnementale qu'on a en aussi plus, présentement, on en parle aussi dans ce livre-là. C'était dans les années 90, puis il lançait déjà un message d'alerte. On lance des messages d'alerte depuis bien avant ça, mais tu sais, ça reste que c'est toujours d'actualité pareil. Puis ça paraît pas moralisateur ou quoi que ce soit, le livre. C'est vraiment juste de l'action puis du bonbon tout le long, mais qui nous fait réfléchir pareil. Et c'est de la science-fiction. Et c'est là qu'on voit la beauté de la science-fiction parce que ici on n'a pas de vaisseau dans l'espace, on n'a pas de trucs qui sortent partout, il n'y a pas de robots, il n'y a pas d'exosquelettes. On a des laboratoires. Exactement. Alors on voit où l'humain pourrait s'en aller. Alors on pourrait même appeler ça de la hard SF, vraiment de la bonne hard science-fiction parce que c'est des techniques qui peuvent effectivement exister. Puis on voit qu'aujourd'hui, ben, on n'est pas loin de ça. C'est ce que Michael Crichton avait pensé. C'est juste qu'on l'a pas fait dans un futur lointain. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. T'as raison. Ça a vraiment, mais dans les années 90, on en était déjà aux premiers essais du clonage aussi. Oui, effectivement, avec la brebis, je me souviens de son nom. Dolly. Fait qu'on est là-dedans. Puis là, maintenant, on est rendu avec la sélection des sexes, la sélection des races. Écoute, il n'y a rien qui se fait pas, là. Puis ça, c'est ce qu'on connaît, là. Tout ce qui est caché, là, on va essayer de pas en parler. Parce que on n'a pas commencé à faire repousser des membres, mais c'est sûr qu'on travaille là-dessus. On clone des steaks, fait que... Non, on les imprime 3D. On les imprime 3D, c'est encore mieux. On pourrait faire ça avec un bras. Ouais, ça, c'est la prochaine étape, c'est ça, là. Ben oui. Tu sais, puis après ça va être des cellules du cerveau. En tout cas, bref, on rentre pas là-dedans, mais... On pourrait faire dessécher notre éponge. Oui, puis après ça, le réimbiber avec un imprimante 3D. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On vient de lancer l'idée. On a des droits là-dessus. Une nouvelle éponge plus spongieuse rendue à un certain âge. Ben non, regarde, on pourrait faire des injections. On va faire comme dans Carbone modifié à la place, là, au lieu de te mettre un nouveau cerveau, on va t'envoyer d'un corps tout neuf. Un corps tout neuf, oui, ça dépend. Ça dépend de tes moyens. Parce que ton corps tout neuf, ça peut être un corps décrépit aussi. Peut-être. Ou tu peux rester dans ta pile pendant quelques années, puis pourrir là parce que t'as pas d'argent pour en avoir un beau corps tout neuf. Parce que tout ce côté-là social, on le voit aussi dans Jurassic Park un peu. Là. OK. Je veux dire, c'est l'élite. Hein, les gens qui peuvent profiter de ça, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Là. C'est des gens qui sont très haut placés. Ils sont capables de soutirer ça. Fait que c'est toute cette problématique de classe-là. Est-ce que je vais te laisser en parler tout à l'heure? Jurassic Park qui a été adapté en film. Oui, absolument. Alors, qui est un immense classique de blockbuster. Je ne suis plus le même depuis ce temps-là. Je vais te laisser ça dans les mains. Et puis moi, je te parle de ma série des dinosaures où ce que nous avions un homme qui marchait avec les dinosaures et qui était capable de vaincre les grands animaux méchants et puis qui était extraordinairement bien fait. Est-ce le Tarzan Jurassique? C'était le Tarzan Jurassique. Okay, bon. Bien entendu, je te parle de Rahan, fils des Arches farouches. Écoute, c'est tellement une grande série, une série classique, mais connue quand même, hein, parce que souvent on parle de ça, on va dire ah oui, la série télé, moi je me souviens de ça un peu. Mais si tu tombes sur un lecteur de Pif Gadget, c'est clair que tout le monde connaît ça. Écoute, 69, ça a commencé. Il y en a eu jusqu'à dans les années 2000. Mais je te disais, qui faisait ça? C'était un monsieur qui s'appelait André Chéret. OK, donc Lécureux. C'est vraiment européen. Oui, c'est européen pur. Mais je pense que c'est ce qu'il y avait de plus américain. Ouais, c'est vrai que ça la BD européenne. Quand M. Lécureux est décédé dans les années 90, c'est son fils qui a repris ça pour continuer à en faire. Fait que ça n'a pas arrêté avec la mort du créateur. Écoute, Rahan,
Je veux dire, il a passé partout, il a fait tout. C'était vraiment un personnage extraordinairement bien fait. C'était effectivement un Tarzan. C'était très basé sur Tarzan. Là. Tu sais, il se promenait en pagne avec son fameux collier avec les 5 dents je me souviens pas, je pense que c'était des dents de dinosaures ou des dents de quelque chose. C'était 5 dents, puis chaque dent représentait une valeur que son père, son grand-père, il avait donné en tant que chasseur. Et son fameux... Un blond musclé aux yeux bleus, probablement. Parfait. Écoute, il y avait tout pour lui. Et son fameux côte-là en ivoire qui... restait toujours avec lui et qui pouvait s'en servir comme boussole parce qu'à la fin, il faisait tourner le côte-là pour savoir où c'est qu'il s'en allait. Okay. Fait qu'on avait un petit côté vagabond à l'intérieur de ça aussi. Mais c'est sûr que le dinosaure là, il est là, il est pas important en tant que tel parce que il fait partie de l'environnement de Rahan. Mais moi, c'est tellement une série qui m'a fait rêver à ces âges-là, l'âge préhistorique, même si les dinosaures n'étaient pas là. Mais tout ce concept-là, pour moi, c'était vraiment comme... C'était incroyable là, de voir ça. Puis Rahan, c'est un personnage tellement beau. Puis si vous avez la brillante idée de vouloir vous procurer les BD de Rahan, il y a 26 intégrales. Alors, allez-y, amusez-vous. Et appelez Marc, il va se faire un plaisir d'aller les feuilleter. Mais je vais aller plaisir de faire les feuilleter, mais appelez-moi pas pour venir les choisir, venir les consulter à ma bibliothèque parce que je les ai pas. Parce que c'est une collection qui est trop énorme. C'est le genre de collection que quand t'as pas commencé, que tu peux difficilement prendre dans le milieu ou à la fin. Du début, ouais. Parce qu'il y a tellement de stock, il y a tellement de trucs. Et oui, comme tu l'as dit, à l'origine, c'est dans les fameux Pif Gadget que ça sortait. Alors pour les nostalgiques de cette époque-là, le Pif Gadget était une petite revue qui à chaque semaine, c'était pas à tous les mois. Oui, peut-être. Bimensuel, en tout cas, je me souviens plus, là, mais il y avait un gadget à l'intérieur de la revue, puis il y avait plein de choses à l'intérieur de ça. Il y avait de la BD, bien entendu, mais il y avait aussi des jeux, des reportages. C'est ça. Il y avait une BD d'un détective Ludovic ou quelque chose comme ça. J'ai connu Guy Luron là-dedans. Il y a plein de monde qui ont commencé dans le gadget. Là. Je pense Achille Talon était là-dedans, mais je suis pas sûr. C'était fou, là. C'était vraiment... Pif Gadget, c'est comme Spirou. Là. C'est comme Tintin, c'est comme Pilote. Ça faisait partie des monuments de cette culture-là de vouloir tout partager avec tout le monde. C'était tellement bien fait. Puis au Japon, ils ont ça, les fameux... Pour les mangas. Les Shonen Jump. Ouais. Puis, mais tu sais, je veux dire, avant ça, il y a eu Spirou, là. Je veux dire, il y a eu Spirou, il y a eu Pilote, c'était ça, là. Je veux dire, c'est la base de ça. Et puis, il y a encore des rumeurs, là, qui nous disent que les Spirou va arrêter, là. Je veux dire, l'année passée, il n'avait, on n'était pas trop sûr. Alors, on sait pas trop ce que ça s'en va, mais c'était un Pif Gadget. Là, quelques années, ils ont essayé de repartir ça, me semble, puis ça a fait patate. Je sais pas pourquoi, en 2020, on serait pas capable d'avoir un mensuel comme ça. On est peut-être trop rendu au numérique. Ouais, peut-être qu'on est trop rendu au numérique. Mais écoutez, si vous avez la chance d'avoir le numéro de Rahan, du Pif Gadget, où ce qu'il y avait le collier et le fameux coutelas, appelez-moi. 555. Puis je vais... Podcast décrinqué pour un website, ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Non, honnête, c'était vraiment comme un objet de collection extraordinaire pour les tripeux de Rahan, là, d'avoir ce couteau-là, là, qui n'était pas en ivoire, bien entendu, là, en plastique. Là. Mais c'était extraordinaire d'avoir ça. Il y avait des belles affaires dans Pif Gadget. Souvent, il y avait des cochonneries. Là. C'était comme un œuf Kinder, mais dans une c'était plus gros, oui. Dans une revue avec plein de... C'est ça, moi, j'ai eu une guillotine à doigts là-dedans. C'était un truc de magie. Là. Il y avait beaucoup de magie. Tu pouvais couper, je pense, en tout cas, il y avait de quoi que tu pouvais couper avec, mais si tu mettais ton doigt, ça le coupait pas. Non, c'était vraiment un tour de magie. Il y avait plein d'affaires. Mais bref, si vous avez qu'un seul et unique truc à lire qui parle de dinosaures, sans aucun doute Jurassic Park de Michael Crichton, c'est un petit chef-d'œuvre. Clairement un petit chef-d'œuvre. Je vais te laisser parler de l'adaptation pour savoir qu'est-ce qu'on en a pensé ici, tous ensemble. Mais ce livre-là, c'est un petit chef-d'œuvre. Honnêtement, là, les suites, j'ai moins de souvenirs, mais lui, là, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Pourtant, je l'ai lu rien qu'une fois. Mais c'est le genre de livre qui vient te chercher puis qui te laisse une marque, puis que
tu t'en rappelles toute ta vie tellement c'est bien écrit. C'était peut-être l'œuvre d'une vie aussi. Hein. Souvent, il y a des auteurs qui réussissent à sortir un truc, puis tu te dis « wow », tu sais, c'est comme, ça laisse une trace. Ça en est une grosse trace dans la culture populaire, dans la culture littéraire. Mm-hmm. Ça a été un choc à cette époque-là. Puis, lisez-les. Ça vaut vraiment la peine. Vous n'allez pas vous endormir. Je peux vous le jurer, honnêtement. Oui. Là. Honnêtement, c'est très, très, très bon. Il y a eu des bandes dessinées de Jurassic Park aussi. OK. Un été adapté en BD, là. Je sais pas si c'était Marvel ou un autre média, là, mais je sais qu'ils ont fait des BD. De toute façon, ça a été adapté en Lego aussi. Il y a une série qui passe présentement là, à Disney. Là. Ouais. Ça a été adapté en plein de médiums. Notre bon Jurassic Park. Ben, les dinosaures, on les a dessinés, on les a écrits, mais à un moment donné, on les a animés. Eh oui. Mm-hmm. Et c'est 1914, l'année où tout a commencé, parce que, premièrement, il y a eu le court-métrage qui s'appelait Brute Force. Bon, c'était en 1914, là. Mais moi, ce que je me rappelais, c'est que le premier dessin animé, ou du moins celui dont tous les documentaires parlent comme étant le premier, c'est Gertie the Dinosaur de Winsor McCay. Ça date de 1914. Le documentaire sur les Looney Tunes commence par ça, parce qu'après ça, il y a un certain Walt Disney qui décide d'animer une souris. Puis là, après ça, tout le monde veut être la prochaine vedette parce que les dessins animés étaient avant les films à l'époque. Mais ça a vraiment commencé par un dinosaure. Et quand on a commencé à faire des films, on a voulu mettre des dinosaures dedans. Donc, des dinosaures, il y en a partout. Pour ce qui est de la télé, là, je me suis gratté la tête. Je me suis dit, ça se peut-tu, ça? Un dessin animé qui se passe à l'époque préhistorique, je sais pas, hein? où le gars se fait servir un steak de brontosaure par sa femme. OK? Donc, j'ai pas eu de difficulté trop à trouver, mais oui, c'est les pierres à feu. Puis évidemment, le chien, c'est Dino. C'est Dino, qui est un espèce de dinosaure qu'on sait pas, là? Non, on sait pas trop c'est quoi. Mais l'émission commence où Fred est assis sur son dinosaure dans sa carrière. Il y a des dinosaures partout qui sont probablement plus intelligents que les personnages humains. Oui, ils font tout. Balayeuse, les grues. Je pense qu'il y en a eu un. Ah non, c'est dans le film, ça, le broyeur à déchets. Ah oui. Parce que dans les années 60, ça n'existait pas, donc il n'y en avait pas dans les dessins animés. Mais il y avait... On referait les pierres à feu aujourd'hui, là, il y aurait des iPads préhistoriques. Ah oui. C'est clair. C'est sûr. C'est un peu le Astérix de la préhistoire. Oui. On pourrait comparer ça un peu. Beaucoup d'anachronismes, beaucoup de trucs. Exactement. Il y avait aussi des caméos de certains acteurs, auteurs. Il y avait plein de monde à l'intérieur de ça. Là. Et le plus drôle, c'est que la traduction québécoise leur donnait des noms de vedettes québécoises. Oui, c'est vrai. Donc, ça aurait probablement été Jean-Pierre Roqueblanc. Là. OK? Ça, c'était... la traduction était excellente. Et c'était les ancêtres des Simpsons aussi, parce que c'est clair qu'il faut l'influence. C'était une émission présentée à heure de grande écoute. C'était familial, oui, puis non. Ouais, ben, mettons que ça passerait plus aujourd'hui, là, parce que Fred, des fois, il était dur un peu avec des mois, là. Ça en laissait pas passer, là. Mais Arthur se faisait taper sa tête pas mal aussi. Oui, tout à fait. Fait que c'était... Mais le steak de brontosaure, il avait-tu l'air bon? Oui. Honnête, là. Oui. Ça, c'est le même genre de truc là, que le sanglier dans Astérix, là. C'est vrai. Il y avait les sandwichs aussi. Oui. Les sandwichs, là, fallait qu'elle pèse longtemps sa boîte à lunch pour que ça ferme, là. Mais tout était immense dans cette série-là. C'est vrai. C'est vrai. Tout était gros, tout était grand. C'était tout en roche. C'était merveilleux. Mais il y a eu aussi l'inverse des pierres à feu, une série que j'ai vu des images, mais j'ai pas suivi. C'est la série Dinosaur. OK? C'est qu'au lieu d'être une famille d'êtres humains dans un monde de dinosaures, c'était une famille de dinosaures. Okay. Et c'était vraiment comme... Je pense que c'est arrivé dans le même temps que les films des Tortues Ninja. Ça se peut. Donc, c'était des gens déguisés en caoutchouc avec un visage qui bouge. Okay. Donc, t'avais
vraiment la famille. Là, le papa, c'était un gros dinosaure vert, puis sa femme, puis tout ça. Puis t'avais un petit bébé dinosaure dans une chaise. Moi, je me souviens de ça. Lui, il était plus beige, presque couleur peau, là. Ça a eu un certain succès parce que ça a été 3 ans, 91 à 94. Cette série-là, moi, quand j'ai tapé, parce que c'est ça que j'ai fait, là, j'ai tapé Dinosaur sur Google, là, ou Dinosaur on TV, là, puis c'était cette série-là qui sortait là, tout le temps. Mais là, je veux qu'on règle quelque chose, et c'est Joël qui va me donner la réponse, là. C'est Barney. Oui. OK, il faut parler de Barney. Barney, c'est 92 à 2010. Tant que ça, oui, wow. ça veut dire que c'est 8 ans. 8 de ans, Barney. c'est quand même beaucoup. Bon, oui, Barney, c'est un dinosaure, puis ses amis sont des dinosaures, mais en quoi sont des dinosaures dans la série? Moi, je me rappelle de les avoir vus, là, mais... C'est des mascottes, en fait. OK. C'est vraiment des... Dans le fond, l'émission, c'est principalement Barney. Au début, il y avait son ami qui était en vert, je me rappelle plus son nom, puis après ça, ils ont rajouté les autres. Mais c'est ça, il était avec des enfants, puis c'était vraiment juste une émission où est-ce qu'il racontait des enfants, il y avait des petites capsules éducatives, puis il chantait tout le temps des chansons. OK, mais le fait que c'était un dinosaure, c'était pas important, là. C'était juste parce que ça impressionnait les enfants. Okay. Tu sais, un gros dinosaure mauve, oui. comme tout moelleux, les enfants étaient automatiquement attirés par ce dinosaure-là. Fait que... puis tu sais, ça... Dont Joël. Puis ça, public cible, je te dirais que ça va de 2 à 4 ans environ. Là. Fait que c'est très, très loin dans mes souvenirs quand même. Mais j'ai encore la toune dans la tête qui m'en revient. Ouais, c'est quoi la toune? Non, je t'en chanterai pas là. La chanson thème, je m'en rappelle plus ou moins, mais il y avait une chanson qui chantait presque à chaque épisode là, sur l'amour, puis moi je les écoute en anglais, fait que je connais juste la version en anglais, mais ça m'arrive des fois, j'ai tout le temps comme les 2 mêmes phrases tout le temps qui me reviennent dans la tête là. Mais faisais-tu partie du public du film? Parce qu'il y a eu un film de Barney. Je savais pas qu'il y avait un film, ça a dû apparaître beaucoup plus tard. Malgré que je sais pas si ça a sorti au cinéma là. Ouais, okay? Mais malgré que ça me surprendrait pas. Mais tu sais, il faisait des vidéocassettes. Ouais, il faisait des vidéocassettes. Oui, mais ça, mais non. Dans la fin de semaine. Il faudrait que je les retrouve. Et qu'elle ait un lecteur VHS. Il faudrait que je dépoussière mon lecteur VHS, c'est sûr. Exactement. Mais c'est vrai que probablement que ça a ouvert le monde du dinosaure à plein d'autres aussi. Oui, puis probablement surtout aux enfants. Puis c'était dans les années 90, justement. Fait on voit vraiment qu'il s'est passé de quoi avec les dinosaures dans ces années-là. C'est sûr. Pour ce qui est des films, je commençais pas à faire la liste des films qui a des dinosaures dedans, là, mais tout ce qui est King Kong, on le disait, c'est sûr qu'il y a des dinosaures dedans. C'est clair. Le premier film de King Kong jusqu'à Skull Island, il y a des dinosaures là-dedans. Jusqu'à Godzilla contre King Kong. Oui, aussi. On va s'en venir. Aussi. Godzilla qui est un genre de gros dinosaure. Ouais. Oui, absolument. Absolument. Évidemment, pour ce qui est des dessins animés au grand écran, à petit pied, le dinosaure, on peut pas passer à côté de ça. Ils sont rendus à combien? Je ne sais pas, ils en ont sorti. Mais le reste, ça sort directement en cassette dans le temps ou en DVD maintenant. Là. Direct to TV. Moi, j'en ai écouté 3, peut-être le 4e, mais là, je pense qu'il était rendu comme à 8 ou 9 la dernière fois que j'ai entendu parler. Là. Mais, je me demande s'il n'y a pas une série télé, même. Ah, ça se peut. Ça se peut. Sur Disney Plus ou Disney. Aucune idée. Disney. Mais The Land Before Time, là, regarde, c'est un classique du dinosaure. Jurassic Park et compagnie. La franchise. Moi, je le dis encore, le premier est le film qui m'a fait le plus peur. Le T-Rex, le verre d'eau sur le tableau de bord. Toute la scène de la course, de la Jeep qui est arrêtée puis qu'après ça qu'ils viennent les chercher. C'est ça. Mais tout ce qui est concept de jouer avec l'ADN, qu'on prend de l'ADN de dinosaure, on patche les trous avec de l'ADN de grenouille puis on redémarre la machine, ça je trouve ça effrayant. Tout à fait. Je trouve ça effrayant parce qu'en plus, je pense que maintenant c'est possible. Ben oui. En 1993, ça ne l'était pas. C'était comme de la fantaisie mais là, je pense qu'on pourrait, ça m'inquiète. Là, on parle plus des généticiens fous, là, on parle des généticiens
réels. Là. C'est ça. Capable de le faire. Ou maintenant, là, on est capable de changer les gènes de certains moustiques pour pas qu'ils se reproduisent puis qu'ils meurent. Là. On se trompe, ça devient des super moustiques qui veulent tous nous tuer. Tout à fait. Okay? Ben, ils peuvent évoluer aussi. Ben, voilà. Ça ou essayer de faire comme le prof dans Spider-Man qui devient le lézard. Le lézard, oui, effectivement. Ça, regarde, ce vilain-là date des années 60 et aujourd'hui, on parle encore de trouver le moyen de s'auto-refaire nous autres mêmes. Là. Fait que ça m'effraie. De façon plus légère, l'ère de glace. Oui. Okay, l'ère de glace, il y a des dinosaures là-dedans. Même, il y en a plus. C'est quoi? C'est dans le 3e, là, où il y a vraiment les dinosaures. Là. Donc, on retrouve ça là-dedans. Il y a le film Dinosaur de Disney, Dinosaure. Mais de Pixar, il y a aussi le bon dinosaure, The Good Dinosaur. Sur l'acceptation de soi, là, c'est vraiment très beau. Là. Mais c'est deux films complètement différents, même si probablement que les deux sont sur Disney Plus présentement. Histoire de jouets. Oui. Ben oui, le dinosaure. peut pas. Rex avec ses petits bras, il peut pas jouer aux jeux vidéo, il a les bras trop petits. Ouais, puis il y en a dans Docteur la Peluche, il y en a un aussi, il y en a partout. Et Une nuit au musée. Hey, oui, le T-Rex sans squelette. C'est ça. Il se comporte pas comme un chien, lui. Oui, tout à fait. Okay. Ah oui, il pitche son propre os. Oui. Puis il va le chercher. Donc, c'est ça. Ça, pour ce qui est du cinéma, pour ce qui est du petit écran, pour ce qui est de l'animation, moi, c'est ce qui m'a marqué. Mais regardez, là, il y en a. Juste pour revenir sur la franchise Jurassic, vous savez qu'il y a un 3e Jurassic World qui s'en vient. D'ailleurs, ils ont tourné les premières scènes cette semaine. Il paraîtrait que c'est au Canada qu'ils ont commencé à filmer. OK. Si vous voulez, vous pouvez aller suivre soit sur Twitter ou sur Instagram le réalisateur Colin Trevorrow qui met des images du tournage. Il donne vraiment pas beaucoup de détails. On voit juste des images. On voit qu'il y a de la neige. Puis ça va s'appeler Jurassic World Dominion. Puis c'est attendu en juin 2021. OK. Fait que il y a ça qui s'en vient. C'est ça, je sais pas si c'est une image, une publicité que j'ai vue ou ça a l'air que les dinosaures sont en ville. Oui, ben c'est ce qu'on pense parce que dans le fond, à la fin du 2e Jurassic World, les dinosaures sont libérés dans le monde des humains. Fait qu'on sait pas si ça va être de quoi d'un peu post-apocalyptique. Fait intéressant, par exemple, tous les personnages du premier film Jurassic Park vont revenir dans ce film-là. Les personnages vivants? Ouais, ben en fait, il va y avoir Ellie Sattler, Dr. Alan Grant, Dr. Ian Malcolm. Ian Malcolm qui a fait une apparition dans le 2, mais là, on se demande est-ce qu'ils vont juste faire une apparition ou est-ce qu'ils vont être plus... Ben, le jeune garçon va être là. Le jeune garçon de quel du premier qui doit avoir grandi un peu. Ben oui. Tim, okay, ouais. Mais c'est le même acteur qui reprend ce rôle-là. C'est ça, c'est le fun. Chris Pratt fait l'automne dernier une mention. Il comparait le prochain Jurassic World à Endgame de Marvel. Fait que on pense que ça va probablement être une réunion de tous les films précédents. Puis ils vont tous mourir. Ou ils vont essayer d'en sortir. Ou ils vont mourir puis revenir à la vie. Mais bref, c'est ça. Ils vont faire mourir le T-Rex. Pour une autre fois. Mais non, c'est pas il meurt jamais, le T-Rex. Non, je pense pas. Mais non, on le voit jamais mourir. Parce que même dans le 2 de Lost World, il le rembarque sur le bateau puis il le renvoie. On le voit jamais mourir. Non, on le voit pas. C'est mortel. Jusqu'à maintenant. Mais en attendant, si vous voulez quelque chose en attendant 2021, ben cet été sur Netflix, il y a une série animée qui va sortir qui s'appelle Jurassic World. Ça va probablement être en français Camp Crétacé. En anglais, c'est Camp Cretaceous. C'est plus familial, c'est plus pour les jeunes. C'est en collaboration avec DreamWorks. Fait que l'animation risque d'être quand même assez bonne. Puis on va suivre 6 jeunes qui sont comme chanceux. Ils vont participer à un camp d'aventure sur l'Isla Nublar. Il va juste se passer des bonnes choses. Une bonne idée. Une sortie verte. Fait que c'est à surveiller sur Netflix au mois d'août. Normalement, ça devrait sortir.
Il y a un personnage dans 28 jours plus tard qui dit à un moment donné, sais-tu pourquoi c'est une idée à la con? Puis il répond, parce que c'est une idée à la con. Faut aller chercher plus loin que ça. Fait à la base, là, c'était une idée à la con de créer les dinosaures. Puis d'y retourner en pensant qu'on va tout le temps être en sécurité. Puis d'avoir mis ça sur une île qui a un volcan en dessous. Un volcan en dessous. Puis là, je me permettrai de citer Ian Malcolm parce que j'en parlais un peu entre nous, mais cette citation-là de Ian Malcolm qui est un genre de c'est un psychologue. C'est un mathématicien. Un mathématicien spécialiste dans la théorie du chaos. Là. Okay. En tout cas, il est très, très drôle, mais en même temps, il est comme pragmatique par rapport à ça. Puis lui, il arrête pas de leur dire que c'est une mauvaise idée puis que ça marchera pas. Puis, écoute, ça reflète entièrement ma position. Dieu crée les dinosaures. Dieu détruit les dinosaures. Dieu crée l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures mangent l'homme et la femme hérite de la terre. Ça vaut exactement ça. Voilà. Il dit à un moment donné, la vie reprend toujours son chemin. Fait qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce qui fait que Ian Malcolm est, selon moi, vraiment le personnage clé de Jurassic Park. Tout à fait. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va amener dans le prochain film. C'est tellement un beau personnage, là, parce que c'est probablement le deuxième, c'est vraiment centré sur lui. Lui, sa relation avec sa fille et tout ça. Qui est très environnementaliste aussi, le deuxième film. Et très sombre. J'ai l'impression qu'il fait tout le temps noir puis qu'il pleut dans ce film. Oui, c'est vrai que ça n'a pas l'air le fun. En tout cas, moi, je n'irais pas dans ces îles-là. C'est vrai. Le troisième, par exemple, les gens lui trouvent plein de défauts. Ouais, moi, j'ai moins accroché. Ça, c'était le petit gars qui était perdu, là? Ouais. C'est ça. Mais, juste pour l'effet montagne russe, là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, quand ça part, ça n'arrête jamais. C'est le troisième. La volière, c'est assez peurant. Pour ce qui est de l'action, là, ça n'arrête pas. Le contenu, La volière, moi, ça m'a fait une peur bleue, là. J'ai peur de volière, moi. Je suis traumatisé de ça. Moi, c'était quand tu voyais quelqu'un dans un arbre par en haut avec le dinosaure dans le bas, puis il saute dans l'écran comme pour l'attraper. Là. J'avais une petite fille de 2 ans juste à côté de la télé à ce moment-là. Pas beaucoup aimé ça. J'haïs les oiseaux pour mourir. Je te dis pourquoi j'haïs les oiseaux pour mourir. C'est un genre de scène à la volière de Jurassic Park. Zootiphilicien. Tu rentres dans une volière un peu comme ça, là, où il y a plein d'oiseaux. Là. Là, il y a une belle plaque, puis il y a un aigle sur la plaque qui est apprivoisé. Fait que là, ma femme, Sophie, ma conjointe, elle va lire la plaque. Elle regarde ça, c'était l'aigle, tout ça. Moi, je m'approche pour lire la plaque, et là, l'aigle me regarde et fait ah! Là, je me recule. Là, ma conjointe, mon père, ma mère vont lire la plaque. Il dit pas un mot, l'enfoiré. À chaque fois que je m'approchais, il me criait après. J'ai dit, je vais mourir ici, il va me tuer. Jurassic Park, cette scène-là, dans ma tête, c'est pareil que ça. Il voit les oiseaux partout. C'était peur, hein? Ouais, mais en fait, moi, ça m'a foutu ça doit être parce qu'il te craignait. Ah ouais, non, mais moi, je le craignais. Je peux te jurer que si c'est la peur qu'il sentait, il sentait ma peur en maudit. Mais il y a des belles scènes, par exemple, dans le troisième, quand il court dans les herbes avec les vélociraptors, là, c'est free. C'est ça. Non, mais pour ce qui est du contenu scénaristique, c'était peut-être ordinaire. C'était ordinaire, effectivement. Ça surpassait pas les deux d'avant. Je pense qu'il était comme arrivé à un carrefour où il y avait peut-être comme plus d'idées, là. Puis même la dernière série, c'est un genre de reboot, refresh. Parce que c'est encore un parc. Puis c'est remis au goût du jour. Sauf que là, ils poussent ton idée encore plus loin parce que non seulement ils en ont fait un nouveau. Ils patchent des séquences de la génétique avec des grenouilles, mais ils en rajoutent. Comme les meilleures combinaisons. Meilleures combinaisons possibles pour faire plus d'argent. C'est encore plus épeurant. Il dit on va faire un dinosaure le plus épeurant possible. Mais il était épeurant. Il était trop épeurant. Oui, absolument. Malgré que les dinosaures, moi, il faudrait que je revoie le premier, là, juste pour m'assurer que les effets ont bien vieilli. Là. Non, moi, je l'ai revu récemment, mais ça a bien vieilli. C'était vraiment spectaculaire. Et pour l'époque, et ça l'est encore aujourd'hui. C'est quand même une bonne adaptation, malgré le fait qu'on a un peu comme tout
enlever le côté un petit peu techno-thriller d'espionnage industriel, mais qu'on le voit un peu au départ, là, quand il dit je vais récupérer tel embryon et tout ça. Là. Mm-hmm. Mais je comprends le choix scénaristique, mais c'est quand même bien fait. J'avais pas été déçu de ça. Mais c'est sûr que Spielberg a vraiment basé son film sur le côté impressionnant des dinosaures. Puis il a révolutionné l'histoire du cinéma avec ça parce qu'il a créé des nouveaux effets spéciaux. Il a créé puis de toute façon, c'est aussi l'arrivée des bandes sonores numériques. Ouais. Là, c'est sûr que maintenant, ça fonctionne plus comme ça, là, mais à l'époque, c'était un CD synchronisé avec l'image, donc la bande sonore était vraiment sur CD et non plus sur la pellicule. Non? Et maintenant, tous les gens qui ont vu le film, quand ils regardent dans le petit miroir à droite, l'objet est plus proche. C'est ça. C'est automatique. Là. Tout le monde pense à ça. Là. Absolument. C'est clair. Moi, je suis sûr que c'est 100% des gens qui ont vu ce film-là qui pensent à ça. Là. Il a marqué la mémoire. La toilette avec l'avocat. Non, mais c'est ça, l'avocat qui est c'est dedans. vrai, il était allé à la toilette. Il s'était caché là-dedans. Non, il est devenu de la bouffe à T-Rex. Ah, lui, il paye. Mais le son, hein. Oh oui, non, mais moi, c'était vraiment les coups, puis le verre qui bouge, le verre d'eau, là. Mais est-ce que ça criait comme ça, un T-Rex? Ah, ça, on le sait pas. Ça, on n'a aucune idée. C'est l'interprétation que des scientifiques en font, hein. On n'a aucune espèce d'idée. Tu me donnes la chance de retourner voir pour savoir si c'était le même, je passe mon tour. OK. Tu fais très bien. Oui. Ça me tente pas de me dire open bar. Parce qu'à chaque fois dans l'histoire qu'ils vont voir juste pour de la recherche, là, ça finit tout le temps mal. C'est vrai. Avant qu'on passe au petit bout sur les jeux et l'immersion, avais-tu autre chose à ajouter, Joël? Non, je pense qu'on a fait une bonne tournée là-dessus, ouais. Ben, pour l'immersion, c'est pas pire aussi. Même si Red n'est pas là, on a fait une petite recherche. Là, bon, on le disait tantôt, après les petits soldats en plastique, les cowboys, c'était les dinosaures, puis après ça, les animaux de la ferme. Peut-être là, en matière de figurines en plastique. Ouais. Pour ce qui est des jeux de table de dinosaures, j'ai pas fait de liste, là, mais il y en a. Mais là, vraiment, là, des jeux, là, tu bases ton dé puis t'avances ton pion, là. Mais je pense qu'il y avait des jeux plus de... pas de construction, là, mais vraiment là, où on fait des parcs puis on élève des dinosaures. C'est ça. Ça, j'en ai vu pas mal. On doit avoir un genre de jeu de Tamagotchi dinosaures certains aussi à un moment donné. Probablement. Ben moi, l'autre jour, chez Akiltour, j'ai joué à Aventurosaure. Attendez un petit peu, je vais vérifier pour être sûr que c'est ça. Mais dans le fond, le concept, c'était que tu gérais un parc. C'est vraiment un petit jeu simple. Là. Ça se joue une partie en 20-30 minutes. Puis c'est un très bon jeu à sortir, je trouve, quand que t'as de la visite. Puis tu sais, ils veulent pas trop se casser la tête avec des règlements ou. Puis dans le fond, c'est que tu as des petits dinosaures en bois, ils sont vraiment tout petits, ils sont dans un sac, tu les piges au hasard. Draftosaure, ça vient de Montréal. Draftosaure. Parce que je mêlais avec la bande dessinée que tu parlais tantôt. Puis c'est ça, tu piges des dinosaures, puis le but, c'est de faire des combinaisons dans le but de faire le plus de points possible. OK. Puis t'as une petite carte avec ton parc, il faut que tu places tes dinosaures, faire tes combinaisons. T'as un autre côté à carte pour faire avancer, évoluer le jeu un peu. C'est quand même assez simple, mais moi, j'ai trouvé ça très, très, très agréable à jouer. OK. Pour ce qui est des jeux vidéo, on l'a mentionné, Turok, le chasseur de dinosaures. Qui est un Amérindien, il me semble, Turok. Oui, ça ressemble à ça. Des plumes, là, un peu les préjugés qu'on connaît. Oui, c'est... Mais il y avait un arc. Tu vois, des dinosaures avec un arc. C'est incroyable. Jeu sorti sur Nintendo 64 en 1997, mais il me semble que je me rappelle d'avoir vu soit un nouveau jeu ou un remake de ce jeu-là avec des graphiques à la PlayStation 4. Là. Parce que moi, j'ai joué sur la 64. C'est ça, c'était un first-person shooter. C'était carré un peu, mais c'était avec les graphiques de l'époque. C'est ça, mais à part de ça, des jeux du parc Jurassique, il y en a eu en masse aussi. Je me demande, c'était pas ça, justement, en 93, c'était pas sur Atari? Non, 93. Non, 93, Atari n'était pas là, ça devait être sur... Non, ça devait être Super Nintendo. Ouais. En 93, oui, probablement. Red nous a fait savoir qu'il existait le jeu Dinosaur Island sur PSVR. Oh, les boys. OK.
un jeu de dinosaures en réalité virtuelle. Je sais qu'il y a beaucoup de documentaires de dinosaures en réalité virtuelle. OK. Wow. Parce que ça, tu te promènes, puis les dinosaures passent à côté de toi. Là. C'est capoté. Là. C'est vraiment capoté. Ouais, là. sauf que là, t'es vraiment là en observateur, mais un Mais jeu te faire vidéo. manger par le T-Rex en réalité virtuelle. en vrai, là. Juste me courir après. Ouais, parce que les autres, c'est vrai, tu fais rien que regarder. Là. C'est ça, t'es là, il pilera jamais dessus. Non, là. jamais. OK. Bon, en tout cas, j'espère. Mais être dans un jeu de dinosaures en réalité virtuelle, Où est-ce qu'il peut te tuer? je fais juste penser à, voyons, Crash Bandicoot, quand il y a une boule qui te court après, comme qui roule en arrière de toi, comme dans Indiana Jones, ou l'ours blanc, là. Je capote. Puis c'est des jeux de PlayStation 1, même pas en VR. Non. Imagine-toi quand ils vont avoir les fameux tapis roulants. Ça commence, là. C'est ça. Et une combinaison haptique pour sentir les griffes. Avec des gants, puis ça va te fourrer. Ça va être incroyable. Il y a aussi, et ça vient de Red, Robinson de Journey. Je ne connais pas. Robinson. Robinson? Ouais, mais là, il y aurait des dinosaures là-dedans. Je peux pas te dire. Mais regardez, là, des jeux de dinosaures, il y en a. Il y avait la forêt des dinosaures dans Final Fantasy 3 sur Super Nintendo. ouais. Ce que tu allais récupérer de l'expérience. C'était super difficile à gagner, mais que tu avais l'expérience Egg qui doublait tes expériences, ça montait, tu pouvais monter de niveau. C'était incroyable. Là. Mais on n'a pas le choix de parler, tant qu'à s'immerser dans le monde des dinosaures, des parcs thématiques. Ah oui. OK? Ouais. Si ça te tente, parce que des vrais dinosaures, on peut pas voir ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Heureusement, on en fait un robot. Il y a ça aussi. C'est pas mal meilleure idée. Il y a ça aussi. Mais si on parle de parcs thématiques, je ne peux m'empêcher de parler de probablement le premier endroit que tout le monde a vu des dinosaures là, au Québec. Madrid. Le Madrid. OK? Ouais. Pour ceux qui savent C'est pas, un classique. c'est quoi le Madrid, là? C'était, au départ, un restaurant sur le bord de l'autoroute 20. Attends un petit peu, la Entre sortie. Québec et Montréal. C'est ça. C'était là le milieu. T'étais presque rendu à Drummondville quand tu pars de l'Est, là. Sortie 202 de l'autoroute 20 à Saint-Léonard d'Aston, près de Drummondville. Moi, là, regarde, je passe là quand je m'en vais voir mes parents à Sherbrooke. Et quand j'arrive là, je sais qu'il me reste 1 heure. Ouais, OK? c'est un point de repère, carrément. C'est ça. C'est un halt aussi. C'est une place que les gens arrêtent. C'est ça. Et on voit les dinosaures sur le bord du stationnement. Maintenant, c'est rendu depuis 2012 une méga halte routière. Ouais, on a gardé Certains dinosaures. les dinosaures, ou du moins certains d'entre eux. Il y a du monde là en tabarouette. Moi, je suis arrêté une touristes fois. qui Là. prennent des C'est photos. une Là. attraction. C'est ça. Non, mais même si tu te dis, je vais arrêter là, pour aller au petit coin, là. Hey, il y a du monde là en tabarouette. Mais C'est comme l'étape de la 20. Ouais. Oui, mais c'est... J'ai avec des dinosaures. C'est ça, des vrais dinosaures. Moi, je pense que c'est la première fois que j'en ai vu. En gros, comme c'est ça. ça. Ouais, oui, moi Ouais. aussi. Bon. Ouais. Ouais, parce que ça faisait combien d'années qu'ils sont là? Ça Ben, fait vraiment longtemps, là. Le Madrid, le restaurant, ça date de 1967. Oui. Je ne sais pas depuis combien de temps il y avait des dinosaures. Moi, ils ont apparu là dans les années 90, certains. Parce que moi, depuis avant ça. depuis que je suis tout petite, je me rappelle tout le temps les avoir vus. Oui, absolument. Mais à part ça, il y a aussi, évidemment, le zoo de Granby. Ouais. Le zoo de Granby. Parce que là, ils sont à grandeur nature. C'est ça. Ça s'appelle Sur la route des dinosaures. Tu te merveilleux. promènes, puis ça bouge un peu, ça crie. Juste assez pour pas trop faire peur. Ça fait peur aux enfants, je peux te jurer. OK. Ils sont réalistes. En tout cas, mon gars, lui, il a eu peur. le T-Rex, entre autres, là, grandeur nature. Grandeur là. nature. Oui. Wow. Il est énorme. Wow. Il C'est est ça. beau. Il est immense. C'est Puis, ça, la mais gueule, là. Mais t'es vraiment, t'es faut en vraiment que forêt. j'adore ça. Si tu tombes sur une journée aussi où t'as le soleil, là. Non, c'est très, très beau. Puis tu peux les animer. Des fois, il y a des panneaux où c'est toi-même qui les anime. Là. Ah ouais. C'est vraiment bien fait. Là. Puis c'est très documenté parce que tu as vraiment la description des dinosaures, vraiment leur bien fait de époque, faire ça. tout ça. Puis je sais que il y a une petite partie de cette exposition-là qui est allée au Musée du Fjord à Ville-de-la-Baie au Saguenay, qui se promène un peu partout. Pas tous, là, mais vraiment quelques dinosaures, puis elles se promènent. Parce qu'il y en a à Québec aussi. Je sais pas si tu l'avais dans tes suggestions. Non. Le Woodouli Park. Ah. Dans le coin de Québec, il y a aussi des dinosaures grandeur nature. C'est un parc où est-ce qu'on peut amener les enfants, puis il y a plein d'attractions, dont les dinosaures.
Ouais. Puis là, il y a le Vélociraptor à Granby, là, mais pas lui des films, là, le vrai, là, avec les plumes et tout. Là. Wow. OK. C'est vraiment bien fait. Là. C'est vraiment, ça vaut vraiment la peine. Non, regarde, tu tripes ces dinosaures. Prochain projet de l'été prochain. Faut que tu ailles voir ça. C'est une seule problématique avec les autres Granby, c'est que c'est loin. Ouais. Puis il y a du monde aussi. Ouais. Moi, j'avais déjà été. Puis... Mais, petit truc comme ça, éviter les semaines de la construction, ça va bien puis aller. Les semaines de la relâche. Ouais, ça va bien aller. Vous voulez y aller pendant l'hiver, c'est ça. par exemple. Je sais pas si c'est ouvert pendant l'hiver, sûrement pas. Là. Les dinosaures, je sais pas. Parce que le zoo de Granby est ouvert en hiver. Oui, mais les dinosaures, je pense pas. La partie des dinosaures, ça serait le fun. Aussi, Dino Roar Valley, il y a ça à Lake George. Il y a Jurassic Forest à Edmonton. Et pour ce qui est des attractions genre montagne russe, il y a Dinosaur à Animal Kingdom, ça c'est à Disney. Là. C'est basé sur le film Dinosaur dont j'ai parlé tantôt, mais ce serait l'attraction la plus épeurante de Disney. Oh ouais. Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a des dinosaures puis probablement qu'ils doivent pas tous être gentils. Fait que y a-tu un parc d'attractions thématique Jurassic Park? Probablement. Tu vas au Universal Studios, en fait. Il y a une attraction Jurassic Park. Ça doit être rendu vraiment beaucoup plus gros. Là. J'ai vu des vidéos. Ouais, mais j'ai vu ça. Je me demande si ça n'a pas été fermé. Mais ça va peut-être être changé pour Jurassic World. Là. Ouais. Okay, parce que je sais qu'il y en a un de Star Wars, il y en a un de Pirates des Caraïbes. C'est ça, ils font de plus en plus des parcs thématiques comme Harry Potter, Star Wars, justement, Pirates des Caraïbes. Fait que ça, avec une franchise comme Jurassic Park, je pense que ça mériterait son propre parc. C'est ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a moyen de s'immerser en masse dans le monde du dinosaure. Puis même, regarde, on le disait tantôt, là, juste à l'eau Dolorama, là, tu peux t'acheter un œuf là, puis avec le petit marteau puis le casser pour... Te souviens-tu des petits dinosaures tout petits là, que tu mettais dans l'eau puis qui grossissaient? Oui. Qui grossissaient. Bon, en tout cas. C'était jamais comme l'image là, où c'était censé être immense puis ça finissait que c'était... Ben limoneux. Il y a enfant en mousse. Ça, je me souviens de ça. Mais non. Puis écoute, il y a même des kits là, d'archéologie pour trouver des squelettes puis c'est ça, parce qu'en fait, moi, dans les films puis les émissions, là, j'ai même pas regardé pour ce qui est de l'archéologie. Ouais, parce que c'est pas très relié avec ça, là, l'archéologie, la paléontologie, tout ça. Là. J'ai pas regardé pour ce qui est des documentaires, parce que probablement qu'il y en a. Il y avait Sur la Terre des dinosaures qui avait passé à Radio-Canada, je crois, me semble. Là. Mais genre d'animation. Là. Mais il était une fois la vie ou la Terre. Ou... Oui, il y en avait aussi. Probablement qu'il y en avait sur les dinosaures. Mais Sur la Terre des dinosaures, moi, je me souviens de ça à Radio-Canada. C'était vraiment comme animé un peu. Puis c'était vraiment, t'avais tout le pedigree de A à Z là, jusqu'à la disparition. Là, où on pense que c'est dû avec... l'arrivée d'un astre terrestre là, qui nous a tombé dessus. Là, c'est ça la conclusion que les scientifiques en sont venus. OK. Il y en a d'autres qui disent qu'ils se sont transformés en oiseaux. Mais on le sait pas. Ils ont rapetissé, ils sont devenus des lézards. Des lézards. C'est ça. Ou des humains. Les vilains oiseaux... Les vilains oiseaux préhistoriques sont devenus des aigles qui chiolent après Marc. Mais j'ai vraiment eu peur. Honnête, là. J'ai rarement eu peur de même de ma vie parce que là, je me disais dans ma tête, premièrement, il est pratiquement aussi gros que moi. C'est un aigle, un aigle royal. Là. OK. Je me suis dit, le gars là, du zoo, il est apprivoisé. Stresse pas, toute quête. Là. Mais là, je regardais ses serres. Oui. Je me disais, s'il me donne un coup, là, je meurs. Il peut juste te prendre à la gorge. Je suis faite. J'ai dit, c'est sûr. Puis là, il me détestait, mais rare. Là. J'avais rien fait. J'avais pas volé ses œufs, rien. J'étais calme à fond. Là. Il m'aimait pas, mais j'ai pas une attirance envers les animaux. Bon. Peut-être qu'ils le sentent. Là. Mais y a-t-il des dinosaures dans Marvel? Je me suis même pas posé la question. Dans les super-héros. Oui, dans les Runaways. Les Runaways. Ça avait été une série, je pense, qui a passé à Netflix. Oui, aussi, oui. C'était une bande dessinée à la base, puis il y avait une des personnages que son animal de compagnie, c'était je pense que c'était un Vélociraptor, qui ressemblait un peu à ça. Mais, ouais. Puis il y a Luna Moon aussi, qui est moins connue dans les bandes dessinées. Puis elle, c'est une petite fille hyper intelligente qui a été capable de remonter dans le temps. Puis elle aussi, elle s'est fait un animal de compagnie qui est un T-Rex. OK. Mais tu sais, un super-héros qui a les pouvoirs d'un dinosaure.
Dinoman. Ouais, ça a jamais... J'ai aucune idée. J'ai juste d'y penser parce que je fais rarement le rapprochement avec les comics parce que j'en parle rarement, là, mais est-ce que ça existe? À part le lézard, justement, dans Spider-Man. C'est ça, à la limite, Killer Croc. Ouais, qui est un genre de crocodile qui est quasiment préhistorique, mais les crocodiles. Ouais, c'est ça. Ça remonte à... C'est ça, parce que Fin Fang Foom, c'est un dragon. Ouais. Hey, c'est une bonne question. Ouais. Que j'aurais dû me pencher. Non, mais dans les BD pré-super-héros, il y en avait sûrement. Là. Sûrement, ouais. Les Marvel avant l'arrivée des Fantastic Four, là. Puis probablement que les Fantastic Four en avaient. Pyrodactyl Man. Non? S'il y a quelqu'un qui peut répondre à notre question, oui. on prend la réponse dans nos commentaires. On est ouvert. Rajoutez-en des idées de dinosaures. Ah, ça, je vais faire une recherche là-dedans, ça m'intrigue. Ton dinosaure préféré, Joël? Moi, j'irais pour le T-Rex. OK. C'est lui qui est vraiment le plus fascinant là, qui accote toutes les autres. Là. Effrayant, fascinant. Puis... Mais je voudrais certainement pas le rencontrer. Moi, c'est parce que je connais pas les noms, là, mais celui là, qui a des grosses... Le stégosaure, moi, je l'ai pas. Là. Ouais, avec ses pointes, sa queue. Ouais. Et toi, Marc? Moi, ça serait plus le Triceratops. Hein. Je trouvais qu'il était avec la genre de couronne autour du cou. Là, c'est ça, l'espèce de rhinocéros préhistorique. Tellement l'air massif, là, mais en même temps, c'était un herbivore. C'était un herbivore. Fait que, c'est sûr qu'il se défendait. Là. C'est vrai que ça doit faire une pas pire monture, par exemple. Ouais. Ben oui, mais imagine-toi monter là-dessus là, avec un arc, une épée. Là, tu peux faire plein d'affaires. Ça va être incroyable. Là. Tu parlais de ça tantôt. Tu parlais d'une bande dessinée, justement, que les gens pouvaient monter les dinosaures. Si vous voulez aller voir des images, il y a un artiste qui s'appelle Sean Keenan sur Instagram, puis lui, il fait justement des illustrations où est-ce que les dinosaures sont des animaux de compagnie. OK. Puis sont souvent des montures, puis c'est vraiment des belles illustrations. Là. Moi, je tripe beaucoup, beaucoup sur cet artiste-là. Fait que c'est à surveiller. On ira voir ça. On a fait le tour du sommet de l'iceberg parce qu'évidemment, les dinosaures, il y en a. On a sûrement oublié plein d'affaires. Ah, c'est sûr, mais notre but, c'est de démontrer que c'est là, puis de démontrer que c'est grand, puis de vous donner le goût d'aller fouiller plus loin que la pointe de l'iceberg. Allons-y avec nos Samalume, Samétain, Paperman. OK, c'est moi qui commence ça. Ouais. Écoute, je vais commencer par un petit Samalume qui est quand même assez important dans le franco-belge. Le 26 février dernier, Natacha a eu 50 ans. Alors, Natacha, qui est la fameuse BD de François Wattery, qui est je sais pas si vous avez toutes connu ça, là, c'est l'hôtesse de l'air. On dit maintenant agente de bord. Agente de bord, qui est à l'origine un personnage qui est très stéréotypé parce que c'est un personnage qui était quand même féminin, très bien proportionné avec sa mini-jupe et tout ça. Sauf que par contre, c'était une féministe super engagée, ce personnage-là, célibataire endurci. Elle réglait des genres de problèmes policiers un peu, là, tout relié avec les avions et tout ça. C'est une série qui est encore là, dernier qui est sorti en 2018. 50 ans pour ce personnage-là, qui est quand même assez incroyable. Puis qui a été... qui a quand même été, pour la plupart des lecteurs, un genre de coup de cœur, même, je te dirais, un genre de kick là, pour plusieurs lecteurs, parce que c'est un personnage qui était très joli, très bien dessiné. Puis beaucoup de degrés de lecture dans Natacha aussi. Ça. Alors, il faut toujours passer outre le fait de l'habillement. Puis c'est un peu ça que, dans le fond, l'auteur voulait nous dire, c'est que un peu comme dans les nombris, par exemple, de dépasser le stade de « Oh mon Dieu, elle a une jupe courte, ça doit être une fille facile ». Ben non, je veux dire, premièrement, elle a le droit de porter une jupe courte. Puis deux, ça veut pas dire que non. Je veux dire, c'était ça, Natacha. C'est ça. Puis, en attirant l'œil, ça permettait de passer des messages. Exactement. Alors, si vous avez la chance là, de trouver ça c'est encore disponible à l'achat dans n'importe quelle librairie, mais c'est surtout disponible dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques municipales. Là. C'est des séries comme classiques du franco-belge. Là. C'est chez Dupuis, bien entendu. C'est Dupuis, il me semble que oui. Oui, c'était dans Spirou à l'époque. Là, ça passait vraiment. C'est une très, 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 très belle série. Puis 50 ans, mais c'est quand même bon. Là, je veux dire,
c'est la durabilité de ces gens-là, de ces monstres sacrés-là, parce qu'aujourd'hui, là, je vais être bien franc avec vous, là, des séries qui vont faire 50 ans, là, ouais. il n'y en aura plus bien. Okay, avec la conjoncture actuelle de la BD, là, puis des auteurs en Europe, là, puis dans le reste du monde, là, ça va pas des séries qui vont faire 50 ans, là, on verra plus ça. Cette époque-là est révolue, malheureusement, mais qu'est-ce que tu veux? La surproduction, c'est ça que ça fait. C'est ça. Écoute, j'ai énormément de retard dans mon défi littéraire qui était sur Elisabeth Vorenberg. Pourquoi? Parce que peut-être que je l'ai pris à un moment donné où j'avais trop de lecture, mais en même temps, c'est un auteur que je connaissais pas beaucoup. Je connaissais sa réputation de la grande dame de la science-fiction. Tout ce que j'ai à dire, c'est que tabarouette, c'est capoté. Elle écrit bien, mais en même temps, c'est de la science-fiction qui est pas commune. Mm-hmm. C'est vraiment une science-fiction qui est souvent très, très légère, qui est comme intégrée, puis c'est pas toujours facile non plus, parce qu'elle va jouer beaucoup sur les mots. C'est une magnifique autrice. Je l'adore. J'aurais aimé ça pouvoir vraiment là continuer à essayer de lire plus de nouvelles, mais je me suis bien rendu compte qu'elle était à un degré de niveau de littératie un peu trop élevé pour dire je vais me taper une nouvelle par semaine. Là. Mm-hmm. Faut prendre le temps de bien la lire, prendre le temps d'essayer de comprendre aussi. C'est pas toujours évident, mais c'est vraiment du bonbon. OK. Du très, très beau bonbon. Du bonbon de luxe. Oui, c'est du bonbon de luxe, effectivement. Puis je vais finir avec 2 autres bonbons de luxe. Écoute, Qui a peur de la mort? Il me reste à peu près une 50aine de pages de Nnedi Okorafor, je peux le misère à prononcer son nom, qui est une autrice noire, mais qui a des parents qui vient de l'Afrique et tout ça. Écoute, c'est de la science-fiction, fantasy africaine. C'est extraordinairement bien écrit. Moi, ça m'a sauté aux yeux toute cette culture-là que je connaissais pas. Alors, elle va vraiment utiliser cette culture-là, puis elle va vraiment la transporter dans un monde. C'est difficile à bien spécifier. C'est un genre de monde post-apocalyptique, mais pas trop. Il y a de la science-fiction, mais c'est très léger. Il y a aussi du fantastique parce qu'il y a des pouvoirs à l'intérieur de tout ça. Et tout ça dans ce monde-là, dans cette culture africaine-là que je ne connais que dalle. Mm-hmm. Que j'étais complètement vierge à tous ces rituels-là et tout ça. C'est super bien fait, c'est super bien écrit, c'est très intéressant. Ça me sort complètement des sentiers battus. Mm-hmm. Là, tu te dis, là, je suis vraiment ailleurs, là. Tu sais, je veux dire, je suis dans un monde que je connais pas, puis elle me pitch des affaires partout, là. Puis là, je reçois ça, puis je fais comme, oui, c'est magique. C'est extraordinairement une belle découverte pour moi. Et ça va être adapté bientôt, je crois, sur HBO. OK. Je crois qu'elle a vendu ses droits d'adaptation sur HBO. Puis quand tu vas terminer ta lecture, il va être disponible. Il n'y a aucun problème. Je vais te le prêter avec une grande joie parce que c'est un service de presse que j'ai eu d'ActuSF en plus. Alors, je vais devoir le chroniquer. Là. Je vais en faire une chronique. Ça sera pas facile non plus parce que c'est quand même un truc un peu plus complexe à... Tu sais, quand t'es pas habitué, quand ça te sort des sentiers battus, ça prend un peu plus de temps de réflexion. Puis, faut prendre le temps de bien faire les choses. Puis, c'est ça, c'est ActuSF qui m'a envoyé ça. Alors, moi, j'ai dit, je connais pas ça. Il m'a envoyé ça par la malle. Okay. Merci, ActuSF. Puis, c'est vraiment une belle surprise. C'est l'inconnu de l'inconnu, là. Ouais. Des gars comme M. Vincent à ActuSF qui t'envoient ça, c'est de l'inconnu parce que tu sais pas c'est quoi, tu sais pas d'où ce que ça sort. Tu tombes là-dedans, puis tu fais comme, wow. Après ça, tu vas en connaître plus. Okay. Tu vas savoir d'où ce qu'elle vient, c'est qui elle, pourquoi qu'elle écrit ça. C'est magique. Puis je termine avec, écoute, à moins d'un immense miracle, là, ça va probablement être ma BD de lecture de 2020. Là. Je vais le dire, là, je suis en février. Là, on est le 28 février. Il y a 2 mois de fête. Là. Il y a 2 mois de fête. Écoute,
Soon chez Dargo. Ah oui, j'ai vu l'extrait que tu as partagé. De Benjamin Adams et de Thomas Cadden. Écoute, Thomas Cadden qui avait fait avec Joseph, je me souviens pas de son nom quand même, à Alt-Life. Il revient avec une BD de hard SF, mais une BD extrêmement actuelle sur les changements climatiques, sur tout l'aspect de la prospective, l'anticipation. À l'intérieur de cette BD-là, ben l'humanité a vécu des grands changements, des famines, des problèmes, des changements climatiques, la guerre, tout ça. Un effondrement complet de la société, mais en même temps, c'est pas alarmiste dans le sens que cette société-là, elle s'en est sortie parce que elle s'est parlé, elle s'est réunie, tous ensemble, et ils ont trouvé une solution pour faire en sorte qu'elle continue de vivre cette humanité-là. Et ça, c'est rare qu'on voit ça. Dans l'anticipation, souvent, on tombe dans le post-apocalyptique où ce que ça va pas bien, il y a des changements climatiques, ça va être détruit, on va tous mourir. Oui, il y a eu des morts. Oui, la population a diminué d'à peu près à 10%. Mais ils s'en sont sortis parce que tous les gouvernements se sont mis ensemble pour faire un genre de pacte social. Il y a 7 villes, 7 mégapoles où ce qui reste sur la Terre, où ce que tout le monde est là, et tout le reste est laissé à la nature. Et chaque ville a un contrat social qui doit être respecté. Et là, les personnages vont vivre à l'intérieur de cette histoire-là. On va voir l'évolution de cette ville-là. Et les deux personnages principaux, c'est une femme, une mère, qui, elle, va partir dans une expédition spatiale, mais sans retour. Alors, elle part avec son équipe, mais elle ne revient pas, là. C'est vraiment là une expédition là, pour aller coloniser une planète. Et son fils, lui, qui reste là, comprend pas les motivations de sa mère et il se demande pourquoi tout cet argent-là qui est pris pour essayer de mettre ça sur ce bateau-là, pourquoi c'est pas pris toutes ces ressources-là pour essayer de sauver le bateau qu'on a ici. Mais l'homme a toujours eu la tête dans l'espace. Et là, la mère va faire un dernier road trip pour essayer d'y expliquer pourquoi. Et à l'intérieur de ce road trip-là, ben, les auteurs vont nous expliquer tout le processus qui a amené l'humanité à là. Alors, c'est très documentaire, c'est de l'anticipation, c'est une densité, d'une complexité incroyable. Moi, ça m'a pris 3 lectures pour tout comprendre. Okay. Pour vraiment tout saisir. C'est la BD. Ouais, mais ça, c'est peut-être le cerveau sec. Hein, probablement, sûrement. Écoute, il joue avec des couleurs monochromes. C'est vert, tout vert et blanc. Il va se promener dans les road trips. On va avoir du rouge et du jaune. C'est super bien. C'est intelligent. C'est extraordinairement bien écrit. Bien entendu qu'il y a un côté un peu personnel à l'intérieur de ça parce que eux vont nous décrire leur vision de ce qu'est l'avenir par rapport au changement climatique. Donc, c'est quelque chose que peut-être pas tout le monde va être d'accord. C'est une vision d'artiste, comme il y en a d'autres qui peuvent en faire. Il n'y a rien qui empêche les autres d'en faire une autre, là, pour dire que c'est pas si grave que ça. Ils ont le libre choix de le faire. Eux autres ont fait ça. Mais au-delà de tout ça, c'est au niveau de la qualité de la BD. C'est vraiment une qualité extraordinaire, cette BD-là. Ça vaut vraiment la peine. C'est un sans faute. Sautez là-dessus. Pour moi, ça a été vraiment une très, très belle lecture. Je devais en parler, j'en ai fait une chronique, mais je devais en parler dans mes amalumes parce que ça vaut vraiment la peine. Quand on a des petits bijoux comme ça, là, puis c'est vraiment... Ce qui m'a touché le plus, c'est le parlez-vous. Okay. Dans le fond, c'est que oui, les changements climatiques sont là, toute cette problématique-là est là, c'est correct. Mais avant tout, c'est une BD sur une mère et un fils qui se comprennent pas. Puis dans le fond, c'est représentatif de notre société aujourd'hui. On se comprend pas. Mais on se parle pas. On veut pas se comprendre parce qu'on se parle pas. On est chacun de notre côté, on a des opinions divergentes. Exactement, on a des opinions divergentes et au lieu de s'asseoir, de s'écouter, de se parler, de se comprendre, puis d'en arriver à ça, ben on va faire exactement ce que les personnages font au départ. Je reste de mon côté, je reste du mien, puis on va avoir des frictions. J'ai trouvé ça tellement intelligent de tout passer par là pour simplement nous dire, ben, Colin, à l'ère des réseaux sociaux puis tout ça, arrêtez, parlez-vous, comprenez-vous, aimez-vous. C'est rien que ça. C'est ça le message de cette BD-là. C'est rien que ça.
Fait que finalement, t'as plus besoin de rien lire, t'as déjà choisi ta BD de l'année. Tout à fait, mais souvent, il y en arrive, hein. Puis, en tout cas, je suis en train d'en lire, puis je te dirais que là-dedans, il y en a des bonnes en tabarouette. Bon. Des beaux trucs, là. Il reste 10 mois. Il y a un truc qui arrive en juin qui s'appelle les frères Weinstein, les deux frères, qui parlent d'une vision de la Deuxième Guerre mondiale, mais par la vision de deux frères juifs. C'est Luc Brunswick qui écrit ça. Ça sort en juin en France. Je l'ai lu. Je peux vous jurer que c'est de la bombe en tabac. OK. La grosse bombe. Ça arrive bientôt, là. Ça vaut vraiment la peine. Ça m'éteint? Non, j'en ai pas. Bon. Ben oui, j'en ai un. OK. J'en ai un. J'ai pas eu le temps d'écouter Turret Carbone de saison 2. Ben, Colin, ça m'éteint. Ça va donc mal. Parce que je voulais vraiment l'écouter. J'étais en manque là, présentement, mais j'ai pas eu le temps. Mais un Ça m'allume, c'est disponible tout le temps. Sur Netflix? Ouais. Exactement. Puis je pense qu'on peut les écouter en plus en rafale. Ils n'ont pas une semaine à la fois. Là. Puis je vais commencer. Là. Mais c'est le manque de temps. Il y a tellement d'affaires à voir. Puis... Mais non, je n'ai pas de ce matin. Là. Ah, ben il y a peut-être le truc que j'ai vu passer dernièrement. Il va y avoir un Braveheart 2. D'où ce que ça sort, ça? J'ai aucune idée. Peut-être comme Titanic 2. Ouais, mais j'ai vu la bande-annonce, là. C'est l'histoire de Bruce the Third, là. Puis c'est le même acteur qui reprend son rôle. OK. Puis c'est comme un Braveheart 2, là, qui sort de nulle part. Aucune promo. La bande-annonce arrive. Puis là, un moment donné, je me suis dit, c'est un fake news? Mais il y a vraiment une bande-annonce. Ça a l'air d'être bien fait. Mais tout ce que ça sort. Tu sais, il me semble que si tu fais une suite à Braveheart, vends-toi ça un peu. Je sais pas. Moi, c'est pas un ça m'allume. Oui. C'est pas un ça m'éteint. C'est un ça m'intrigue. OK. Ça m'intrigue en tabarouette. J'ai vu ça passer aujourd'hui. J'ai fait comme, what the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est le même acteur en plus qui prend le rôle. C'est spécial. Mais c'est peut-être un fake. C'est peut-être un genre de truc là, qui a été fait par des fans. Non, mais regarde, on a fait un Rocky 4 2. Rocky 4, dans quoi ça? Non, mais dans Creed 2, c'était la suite de Rocky 4. Oui, mais c'est ça. Mais c'était un plus jeune Rocky contre un plus jeune Drago. Oui, mais avec les deux vrais aussi qui étaient là aussi, là, qui se battaient, mais psychologiquement avec une autre personne. C'est ça, par fils interposé. Par fils interposé. Il sera pas dans le prochain Rocky, Sylvester Stallone. Hein. Dans le prochain Creed, ça se peut. Ouais, Creed, Rocky Creed. Ouais, c'est ce qui a été annoncé. Là. Ah bon, ben coup d'œil. Est-ce qu'il est mort? On sait pas. Tu prends sa retraite? Si c'est le cas, la première séquence, c'est la pierre tombale de Rocky. À côté de la pierre tombale d'Adrienne. J'accepte. Oui. Et de comment il s'appelait le frère déjà? Le frère d'Adrienne. Moi, j'ai une Mickey dans la tête. Oui, mais ça, c'est le coach. C'est le coach, mais je sais pas. De toute façon, il faut garder ça pour notre épisode sur la boxe. Oui, qui est pas fait encore. Et moi aussi. On va planifier bientôt. C'est ça m'allume, ça m'éteint, Joël. Moi, j'ai malheureusement juste un ça m'éteint. Bon. Puis vous allez trouver ça drôle, mais on parlait d'éponge qui sèche. Mon ça m'éteint, c'est que j'ai oublié mon ça m'allume. OK. Bon. Aussi simple que j'en avais un très bon. OK. Que je trouvais vraiment, vraiment bon, mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus. Tu peux le garder pour dans 2 semaines. Je vais le garder pour dans 2 semaines ou maintenant, s'il m'en revient, je vais le partager sur la page Facebook ou OK. Si ça se fait. Je vous en reviens là-dessus. C'est juste ça ton ça m'éteint. C'est vraiment juste ça. Moi, j'avais fait ça simple, mais je l'avais juste ça l'est. Pas pris en note. Ça l'est beaucoup. Moi, mon ça m'allume, en fait, j'en ai 2. Premièrement, les livres audio. Merci à Red de m'avoir fait découvrir ça. Je suis en train d'écouter le livre audio du livre Le Signal de Maxime Chatham. J'embarque finalement. Je me laisse guider là-dedans. Des fois, mon esprit vagabonde un peu parce que là, il est dans des descriptions. C'est ça qui est dur. Hein? C'est ça. Accroché. Ouais. Moi, je trouve ça dur. Mais je pense que on se discipline à rester attentif. C'est comme la lecture. C'est ça. Donc, j'apprends à lire ça. À écouter. C'est ça. Mais c'est sûr que, je travaille dans le domaine de l'audio puis de la voix depuis des années, puis je coach ça maintenant, là. C'est un sapré pro que j'entends là-dedans, là. Oh oui. Non, je vous l'ai dit, dans le domaine des bibliothèques, là, le livre audio est plus populaire qu'un livre numérique.
les ventes des livres audio, ça a explosé par rapport aux ventes de livres numériques. Non, c'est ça. clair. Les gens adorent ça, c'est excessivement populaire. Je me suis jamais fait demander un livre numérique depuis que j'étais à la bibliothèque François Hertel. Ça fait depuis 2012, ça fait 8 ans. Il n'y a jamais un seul élève qui est venu me voir me demander un livre numérique. Jamais. 0, 0, 0, 0. Okay. J'ai des demandes de personnes qui viennent m'avoir des livres audio. OK. C'est pas le même sens qui est demandé. Ouais. Tu sais, Non, la ça. lecture papier versus la lecture numérique, c'est tes yeux qui vont être demandés. Puis souvent, les écrans, c'est vraiment difficile pour les yeux. Tandis que là c'est un autre sens qui est interpellé. Fait que d'après moi, c'est ça qui explique un peu la popularité. C'est ça. Et l'audio, de toute façon, je prêche pour ma paroisse, c'est même pour la nôtre parce qu'on en fait partie. Là. L'audio te permet de faire autre chose. Ouais. Puis c'est portatif, hein? Aussi. On se rappelle de notre épisode qu'on a fait sur la portativité. On peut pas avoir plus portatif que ça. C'est vrai. Tu l'as, puis tu te promènes. Puis c'est vrai. Pas mal plus évident écouter un livre audio quand tu es en autobus ou quoi que ce soit que de le lire puis avoir la nausée qui vient avec. C'est ça. Oui, absolument. Et même que j'ai donné le truc à mon dernier étudiant qui finissait la semaine dernière. Lui, c'était de l'initiation à la narration. J'ai dit, un truc que je peux te donner, achète-toi un bon livre audio, mais achète le livre papier qui vient avec. Donc, tu peux voir et comprendre pourquoi il lit ça de telle manière. Ouais, effectivement. C'est un peu comme t'acheter le disque puis t'acheter la partition de musique pour comprendre comment jouer la chanson. Là. C'est vrai. Non, c'est un beau domaine que j'ai découvert grâce à Red the Gamer. Puis c'est le fun parce que des fois, quand tu connais le livre ou la nouvelle, par exemple, puis t'entends que quelqu'un d'autre la lire, souvent, c'est pas la même façon que toi, tu la lisais. Non, c'est sûr. Fait que là, ça t'amène une nouvelle compréhension. C'est les mêmes mots, les mêmes phrases. Les noms des personnages ne seront pas prononcés comme toi, tu les aurais prononcés. C'est vrai. Avec les intonations, tout ça. Parce que moi, c'est ça qui m'agace. Ah oui? C'est ça qui m'agace parce que il y a beaucoup de termes anglais, mais c'est un français qui lit. Ah oui, OK. Oui. Fait que ça, j'ai un petit peu... On entend l'accent. Bon, mais bon. Il fait ça très bien. Mon autre ça m'allume, c'est que j'ai donné au suivant. J'ai fait du ménage. Ma blonde a fait du ménage pour me ressortir une figurine de Hulk qui était à quelque part dans le haut du garde-robe parce que je l'avais 2 fois. OK? Quelqu'un devait me l'avoir racheté, puis bon. Mais là, on recule, là, au film Hulk 2003, là. OK? Là, je me suis dit, tabarouette, c'est vrai, je l'avais 2 fois, cette figurine-là. Et où l'autre pour m'assurer que finalement, je les avais encore 2 fois. Donc, oui, je les ai 2 fois. Je l'amène au travail. J'ai dit à un de mes collègues de travail, connais-tu quelqu'un qui pourrait... parce que je savais très bien que son fiston, qui a quoi, 4 ans, même pas, capote sur Hulk, là. Même que... Le premier Hulk qu'il a eu, c'est un petit toutou d'à peu près 3 pouces, puis c'est moi qui l'ai acheté quand il est venu au monde. Là. Fait qu'il m'a envoyé une vidéo de son fils qui me dit « Merci Sylvain! » Fait que j'ai permis à un autre garçon de capoter sur Hulk. Comme dans Toys histoire de jouets. Je vais dire 3, mais il y en a qui disent 4, mais moi je l'ai pas vu le 4, puis je veux pas voir le 4. Ils vont peut-être continuer à... Peut-être. Non, mais c'est sûr. Regarde, il va... ça a l'air que son petit garçon tape à terre parce qu'il est fâché comme Hulk. Fait que là, maintenant, il y a un ami qui peut faire ça. C'est la même affaire avec les livres. Quand tu as fini de le lire, au lieu de le mettre dans ta bibliothèque, à prendre la poussière, passe-le à quelqu'un qui va le lire, mon Dieu. C'est vrai. Et c'est pas un ça m'éteint, mais ça me frustre. Aujourd'hui, je vois des publicités qui passent sur Facebook concernant... je pense que c'était une photo de Bobinette ou quelque chose comme ça. Là, puis ça amenait à... Créateur de souvenirs. Ouais, ça amenait à Radio-Canada. J'ai cliqué pour aller voir. Et ça t'amène à une grosse image où il y a une petite fille dans son lit qui tient Bobinette. Ouais. Qui, à ses pieds, a le sac d'école de la boîte à lunch. Ouais. Qui a le chapeau de M. Crackpot. Qui a... là, je sais pas, Félix et Ciboulette, c'était qui le chat, là? C'était Félix ou Ciboulette? Félix, c'était le gars, puis Ciboulette, c'était le chat, me semble. OK, bon, Ciboulette est à ses pieds aussi. Accroché au plafond, il y a une montgolfière de Nick Epic. Sur sa commode, il y a des figurines de paillassons et friponneaux.
Y a-tu les Fraggle Rock? Non, mais il y a le logo de Bulldog Bazar aussi dans un cadre. Toutes des affaires que tu peux pas acheter. Que tu peux pas voir non plus. Dans le fond, ça t'amène à une image. Non, mais en fait, ils disent que ça parle des émissions de Radio-Canada, tout ça, mais ça m'a permis de prendre conscience que la marchandise geek au Québec, on l'a pas. C'est vrai. Okay? On l'a pas. On n'a peut-être pas la quantité de monde pour l'acheter aussi, non? Ouais. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a bien des filles que le sac à lunch, que le sac à dos de la boîte à lunch l'achèteraient. Il n'y a pas de boutique sur le site de Radio-Canada. Moi, j'ai rien vu de ça. Une figurine de paillasson, là, je veux ça tout de suite, moi. Mais est-ce qu'on peut les voir aussi? Moi, je pense que c'est pour la publicité que c'est là. Ouais, mais maintenant que je veux voir les épisodes... Ça, je le sais pas si on peut les visionner. Peut-être par tout.tv, là. OK. Mais ça m'a... Parce que il y a peut-être 2 ou 3 ans, il y a eu des casse-têtes, je pense, chez Walmart, de picotine, puis de Nick Epic, puis de Piccolo, puis bon... Mais ça s'arrête là. C'est la même chose dans les séries, hein. Les séries télé, là. Écoute, moi, au travail, je suis capable d'avoir n'importe quelle série américaine qui est sortie là, dans les années 30, 40, 50, là, en claquant les doigts. Charchambault, Renaud-Bré, Maison Anglaise, n'importe où, Amazon, t'es as. Pas de problème. Je me suis fait demander par une enseignante, pédagogiquement, dans le cadre d'un cours, d'avoir la série Deux Frères. Parce que la série Deux Frères au Québec, une série des années 90, je pense, qui parlait de cette relation conflictuelle entre les deux frères. Elle voulait utiliser ça dans le cadre de son cours. C'est québécois, c'est fait au Québec, avec des acteurs québécois, mais je suis pas capable d'avoir ça nulle part. Pas capable d'avoir notre culture puis notre background, tout ce qu'on a créé est pas disponible. C'est vrai. Aucunement disponible. Mais je suis capable d'avoir Degrassi, par exemple, ou d'avoir Star Trek des années 50, ça je suis capable. OK. Mais je suis pas capable d'avoir une série québécoise dans un contexte où c'est une création d'ici pour utilisation que ce soit pour toi ou ben pour n'importe quoi, c'est pas ça le point, mais Colin, c'est chez nous. Pourquoi qu'on pourrait pas avoir ça? Pourquoi on pourrait pas avoir une figurine de paillasson, mais que tu es capable d'avoir une figurine de Street Fighter, par exemple? Oui. Parce que des fois, on n'est pas fiers de ce qu'on a fait. Et peut-être qu'on n'a pas le... Ou on pense pas assez grand. Ouais. Ou on pense pas assez grand. Et moi, je suis sûr que ça se vendrait, moi. Oui. Peut-être pas des millions d'exemplaires, là, on s'entend. Là. Non, mais c'est que maintenant, on est capable de produire à mesure. Ben, voilà. T'en as besoin d'avoir une. T'en fabriques. C'est ça. Regarde, au lieu de sortir 90 000 coffrets de Deux Frères, t'en fais un, tu l'envoies à Marc à la Pocatière. Ouais, encore, mais ils ont toujours bien ça quelque part dans leurs archives, là. On ne pas à croire que ça n'existe plus et qu'ils ont effacé tout ça, là. À un moment donné, ça va ressortir sur UniTV. Ouais, peut-être. Mais ils devraient, à cette façon-là, utiliser leur plateforme tout.tv pas mal plus que ce qu'ils font présentement. Parce qu'ils devraient faire comme Disney+, mettons, puis commencer à tout rentrer les archives là-dessus. Puis TVA, ils se sont créés un club illico pour ça. Oui. Puis toutes leurs vieilles affaires, on n'est pas capable de rien visionner. Tu es capable d'avoir un épisode de Trabouliton, là? Non. Pourquoi? J'ai aucune idée. Pourquoi on n'est pas capable de voir ça? J'ai aucune idée. Mais moi, c'est sûr que j'irai voir ça. Ben moi, je suis sûr que j'irai voir ça aussi. Comme on peut écouter un épisode de l'homme à $1 milliard. Ça, il n'y a aucun problème. Tu es capable d'écouter ça. Mais pas ça. C'est ça. J'ai une boîte pas loin ici avec toutes les figurines en caoutchouc de la télésérie Batman. Mais la Riboulding, j'ai pas ça. Et voilà. Et la série Batman passe à Vrac TV, pas à Télémagino présentement. OK. L'animated series en français, ils sont en train de tout passer. Mais Trabouliton, non. Je comprends pas. On vient peut-être de se trouver une cause. Ouais. Le retour de Traboulidon. Qui était comme la Matrix québécoise. Mais rendez disponible le contenu culturel québécois. Ouais. C'est de la culture pop, c'est ça, là. Oui. On est carrément dans la culture populaire. Hey, on est en route au 100e avec ça, là. Et parlons-en un petit peu du 100e. Là. On a commencé à avoir des gens qui nous ont dit leur top 3 des épisodes qu'ils avaient aimés du podcast Décrinqué. Parce que là, c'est le 93e,
Mais le 100e s'en vient à vitesse grand V. Très, très rapidement. Ouais. Vous autres, vos épisodes préférés sont lesquels? Vous nous faites parvenir ça par notre page Facebook. Ouais, par Messenger ou en commentaire sur le statut qu'on a fait par rapport au 100e à venir. Alors, go! C'est ça. Amusez-vous. On commence à savoir aussi les sujets qu'on va avoir d'ici le 100e. On peut en parler un peu, là? Ben, regarde, on a parlé de boxe tantôt. Ouais, activité physique. Prochain épisode, c'est l'entraînement physique. Oui. On va parler de faire nos affaires nous autres mêmes. Regardez, si je me tente, on va m'en faire une figurine de paillasson. Oui, on va aller face au Fab Lab. Rendu qu'on imprime du steak, tu es capable de t'imprimer une figurine de paillasson. Un steak de brontosaure. Je veux un steak de brontosaure. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai précommandé la figurine de Fred Caillou avec sa maison. En pop. J'ai fait ça. Ça va me prendre une tablette pour la mettre. Donc, c'est ça. Suivez-nous sur notre page Facebook. Suivez-nous sur nos différentes plateformes de podcast et aussi sur YouTube. Merci à Dr. Phone pour nous permettre d'être en vidéo. Et on parle d'entraînement physique à l'épisode 94. Salut!